Ok, Thierry à la régie. 3, 2. Ok, c'est parti. Oh, ça me fait. Le On taux mettra de pas, on fini. mettra pas. On mettra pas. TSD 7. TSD 7, un peu plus au calme. Là, avec la douceur de la nuit de Medellin, tout simplement, Medellin. Des jeans. Medellin. Moi, je me suis fait une petite soupe. Ouais, putain, mais là, ça va être posé. Mais pourtant, on va parler d'un truc sérieux qu'on avait promis dans le TSD Argentine. Ça paraît pas loin pour ceux qui ont vu les épisodes, mais pour nous, on l'a tourné début octobre, Ouais. il me semble. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais en gros, on a promis ça, qu'on allait parler justement des trucs opérationnels vraiment à mettre en place pour monter un business. Ouais, ok. En fait, vulgariser ça, en fait, tout simplement, Ouais, et le grave. débunker, démystifier comme la promesse originelle de TSD, tout simplement. Ouais, bah de toute façon, dans tous les cas, c'est un bon sujet à aborder, je pense. Mm. Vu que la plupart des gens à qui on s'adresse, c'est les entrepreneurs. Ouais. Moi, je pense qu'il y a, comme d'habitude, hein, chez TSD, il n'y a toujours pas de trame au niveau feeling. Mais je pense qu'il y a plusieurs points à adapter. Le côté opérationnel, c'est-à-dire quotidien, sur comment monter une boîte et gérer une boîte, on va Mhm. dire à peu près comme ça. Le côté fiscalité, ça peut être sympa qu'on en parle. Ouais, je pense. Et pour terminer, il y a comme il y a toujours 3 points. Fais parler ta créativité. Ah ben non, mais moi je pensais venir sur mes échecs parce qu'en fait c'est mes Ah, les échecs qui échecs. m'ont appris à Ok. gérer ça, en fait, l'opérationnel. Ouais, on C'est mon peut. premier échec en fait qui m'a appris ça. Ok, on peut Et faire vu ça. qu'on avait aussi parlé qu'on allait le faire, et je C'est pense que parti. les échecs ça fait pas un épisode total, C'est parti. tu vois. On a la bannière. Allez, Opérationnel, la fiscalité, Attends, échec. Gone wrong, là je fais une miniature. Le conneron. Non mais moi je suis chaud. Ben, pour commencer, je suis chaud de commencer par les, par les échecs. Je t'ai tué là. Alors, Par les échecs. Du coup, je vais parler de mon premier truc où j'ai vraiment foiré. Et en plus, ça a donné le pas sur la fiscalité parce que Ouais. j'avais fait 0 de CA, mais on m'a quand même demandé des impôts en France, tu vois. Enfin bref, je les ai pas payés. J'ai fait un truc, je me suis arrangé parce que l'administration est arrangeante. Ouais. Voilà, c'est quand même important de le savoir. Si tu discutes et que tu expliques comment c'est, normalement ça passe. Mais mon premier truc, mon premier gros business, entre guillemets, mais du coup c'est pas devenu gros du tout, mais je voulais vendre des vêtements en cuir, spécialisés Ouais. vêtements en cuir, je t'avais dit, sur une boutique e-commerce. Donc c'était totalement du dropshipping, mais je voulais vraiment axer ça, vraiment hyper brandé en fait. Ouais, Bon, ok. je vais te dire le nom. Leather God. Oh bah oui. Oh là là. Ah bah là, c'est le SEO, il est parfait. Non, mais, enfin, bref, j'avais 18 ans, je crois, à ce moment-là. Ouais. Tu vois. T'as Bon, 18 ans? Ouais, pas mal quand même. Ouais. T'as commencé jeune. 18 ou 19, entre les deux, je me souviens plus exactement, mais c'était par là. Et j'avais créé un truc Shopify et tout, enfin, c'était vraiment les premières expériences. Et à l'époque, du coup, ça remonte à il y a 7 ans. Putain, c'était il y a 7 ans, tu vois, c'était un peu pas les débuts du dropshipping, mais c'était pas non plus. C'est pas tout le monde qui connaissait, tu vois. Mhm. Bon, bref, voilà, j'ai fait grave de la grosse merde parce que je voulais en fait réussir à faire du CA sans investissement. Donc, c'est-à-dire, je voulais pas investir de pub, je voulais pas investir quoi que ce soit. Voilà, c'est parce que j'avais regardé des vidéos sur internet, dropshipping avec 0 euros d'investissement. J'y avais cru, ça ne marche pas, les gars. Non, faut investir un minimum dans les ads, etc. si tu veux que ça prenne. Encore plus aujourd'hui. Bref, 0 de CA, mais j'avais quand même monté une entité juridique. J'étais en entreprise EIRL, c'est entreprise individuelle, c'est ça. Et c'est Oula, ça. non. EIRL, c'est pas entreprise individuelle. Alors c'était quoi? Je me souviens plus. Je me souviens même plus ce que C'est c'était. une micro-entreprise, je crois que ça s'appelle. Ouais, micro-entreprise. Bah, c'était à mon nom, quoi. Au truc Marius Ouais. Gagné, tu Ouais, vois. c'est une micro-entreprise. Bah voilà, c'était une micro-entreprise. C'est ce qui m'a baisé, mais ce qui m'a appris à faire un petit peu les démarches administratives, etc. Mais quand en fait j'ai voulu arrêter le business parce que ça me prenait énormément de temps pour 0 en fait de revenus, Ouais. bah j'ai voulu l'arrêter. J'ai fait la radiation. Ça a pris 1 an à se radier. Du coup, pendant toute cette année, ça a compté comme de l'activité. Après, ils m'ont demandé des impôts là-dessus. Et bref, après, tu justifies en disant j'ai fait ma demande à telle époque. Voilà. Mais c'était ça vraiment la première expérience, le premier échec, du coup, qui m'a mis le pas dans l'administration et dans tout ça, en fait, dans vraiment la construction concrète, Ouais. tu vois, du business. Ça me fait penser à un truc en plus, c'est que malgré que toi, du coup, t'aies pas fait de CA, Mhm. en vrai, le système de micro-entreprise français, c'est un des meilleurs statuts juridiques Ouais. européens, je pense, parce Ouais, qu'il c'est permet possible. quand même pas mal de choses facilement. Je crois que c'est facile d'ouvrir ça. Moi, j'en ai jamais ouvert de micro-entreprise. C'est hyper facile, ouais. Je crois que c'est très simple d'accès. Il faut que tu aies le chiffre, le nombre de CA que tu fais est assez élevé avant que tu sois imposé, je Oh. crois.
Ouais, en gros, enfin, c'est qu'en fait, si tu dépasses, il me semble que c'est. Alors, je sais plus si c'est les chiffres de l'époque ou maintenant, mais il me semble que c'est 40 000 à l'année de CA. Ouais. Si tu dépasses ça, en fait, tu dois changer de statut pour changer d'imposition. Voilà, d'accord. En fait. Ok. Mais tu as une imposition qui est allégée, en gros. Ah, mais tu vois, 40 000 de CA, c'est quand même beaucoup. Ouais, bah, Pour quelqu'un qui clairement. monte un premier truc, Mhm. je trouve que c'est un des bienfaits de la France. Je suis en train de me rendre compte, j'ai monté plus de boîtes à l'étranger qu'en France quand même. Hein. C'est monumental. Bah, moi aussi, du coup. Ouais, non, mais c'est fou. Ok. Putain, mais intéressant. Ouais. C'est dommage, je t'ai fait 0 de CA. Non, parce que, en fait, c'est ça. Et puis en plus, ça m'a appris un autre truc sur l'entrepreneuriat, tu vois. C'est que moi, je m'étais grave borné là-dessus, sur le truc de non, je n'investirais que en fait, que le chiffre d'affaires Ouais. généré, je le réinvestirais. Je voulais rien mettre de ma poche. En Ouais. fait, c'était un peu mon challenge. Je sais pas pourquoi je m'étais challengé comme ça tout seul, mais je m'étais dit non, je veux que réinvestir. Mais du coup, je n'ai rien réinvesti parce que j'ai fait zéro chiffre Ouais. d'affaires, donc forcément, ça n'a pas pris. En plus, après, j'étais un peu démotivé, on va dire, parce que déjà, t'avais pas ça. En plus, ça prenait énormément de temps parce que vraiment, je m'étais investi. T'es jeune. Ouais, en plus, j'étais jeune, tu vois. C'était pas la vente de vêtements cuir, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus au final. Ouais, tu vois. ouais. Donc, ça m'a pas animé plus que ça et je suis vite passé à autre chose. Tu vois, sur un autre échec, hein, tout simplement. Mais ça me fait marrer parce que ça me fait penser tu sais, les vidéos YouTube. Comment faire 1 million avec 0 euros, quoi. Ouais, bah oui, mais moi, c'est totalement ça. C'est qui là-dedans m'a- que t'es tombé, je pense que tout le monde tombe là-dedans. Pour moi, il y a une seule façon, une seule et unique façon de faire ça. C'est la prospection. C'est littéralement la Ah oui. prospection. Ouais. Tu prends un produit, tu fais de la prospection, tu le vends et ensuite tu l'achètes derrière. Voilà. Alors ça, c'est un produit physique. Alors dans le cas d'un service, c'est encore beaucoup plus simple. Il n'y a même pas besoin d'acheter quoi que ce soit. C'est juste de la connaissance qu'on transmet et qu'on valorise par un montant. Mais la prospection, c'est la seule chose qui te fera pas payer d'ads, qui te fera pas payer quoi que ce soit. T'appelles avec ton téléphone en fait, et puis le sourcing tu le fais sur internet, sur les pages blanches ou pages jaunes, pardon. Pour moi, c'est la seule façon réelle, concrète, où t'as pas besoin d'avoir d'argent pour faire de l'argent. Ouais. Je pense à partir du moment où tu veux de l'entrant, tu vois, et tu veux pas faire du sortant, donc c'est-à-dire de la prospection. Si tu veux de l'entrant, faut de l'investissement, quoi. Ah oui, voilà, c'est ça. Et que ce soit de l'investissement en SEO, en fait. Ouais, Tu veux, c'est pas forcément des ads, mais dans tous les cas, tu dois investir dans un truc qui te génère de l'entrant, tu vois. Tu peux pas prier et te dire, ok, l'entrant va arriver, ça marche pas du tout comme ça. Et donc, je te rejoins totalement. 0 € d'investissement et 1 million de CA, tu vois, comme c'est beaucoup promis dans des formations PDF de merde, tu vois. Là, oui, non, c'est totalement pas possible. Et ce que tu as dit là sur la vente de services, et ce dont on parlait hier, je crois, c'est le consulting. Oui, voilà, c'est Ouais. ça, c'est du consulting. Non, mais c'est en fait L'advising même. Ouais, advising, des trucs comme ça. Je trouve ça, c'est des boîtes faites à partir du moment où tu as une expertise dans un domaine. Je sais pas, admettons, t'es salarié je sais pas, dans un truc de finance. Tu vois, t'es salarié là-bas. Tu veux monter ton business, tu te dis, bah vas-y, à côté, je vais faire du consulting en finance sur des projets. Tu commences à prospecter comme ça. Et une fois que tu as ta base de clients, tu peux quitter ton entreprise. Ouais. Et je trouve ça, tu vois, c'est un bon moyen opérationnel à mettre en place où tu te dis je mets ma petite prospection sur le côté sur mon expertise que j'ai acquis avec mon travail et en fait tu vois tu mets petit à petit ton pied dans l'entrepreneuriat et en fait tu te libères de ça, quoi. C'est ça. Il y a le nouveau truc aussi du personal branding. Ouais, et le personal branding pour moi c'est la nouvelle prospection. C'est ce qui remplace la prospection en fait. Je crois que c'était un mec connu, Alex je sais plus quoi, un mec connu sur la communauté française. Non, surtout pas. Non, lui, ce qu'il disait, c'est qu'en gros, tout le temps qu'on avait passé à faire de la prospection, si on l'avait passé à construire son personal branding, on aurait beaucoup plus de résultats aujourd'hui en entrant, avec beaucoup moins d'efforts. Bon, après, l'effort, c'est pas quelque chose que je valorise, mais aujourd'hui, le personal branding peut te permettre, avec 0 € de faire de l'argent. Ouais, ça c'est vrai. Mais du coup, c'est pas. En fait, il faut prendre conscience que quand on vous dit 0 d'investissement, en général, si on vous promet 0 € d'investissement, ça veut dire qu'il va falloir investir beaucoup de temps, tu vois, pour contrebalancer. C'est ça. Moi, c'est ce que je pense. Ouais. En fait, dans tous les cas, pour moi, et tu dis que l'effort, tu le valorises pas. Pour moi, je le valorise du coup dans ce sens-là, plus dans le sens où il y aura un investissement dans tous les cas. Donc, ça sera soit un investissement en tant qu'effort, soit un investissement en tant qu'argent, un investissement en tant que savoir,
il y aura un investissement qui a une valeur. Tu vois. Il faudra investir quelque chose pour créer quelque chose Ouais, je derrière. suis d'accord. Ouais. Tu vois, c'est Ouais. l'échange équivalent. Non, c'est... je parle juste de l'aspect monétaire, moi. Ah C'est oui, vraiment oui, ce truc oui. de 0 euros, Ouais. tu vois, parce que je pense à toutes les PP YouTube que je vois là, comment faire avec 0 euros faire Ouais, un million. C'est une horreur. C'est pas vrai du tout. Mais ok. Bon, bah, pour revenir à ça, moi, mes échecs, je vais pas trop en parler. J'en ai parlé de la marque de vêtements. J'appelle pas ça un échec, c'est plus moi qui me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Ouais. En plus de ça, il y avait un côté amical qui était en plus lié à tout ça et familial, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Le restaurant, je peux pas en parler, très franchement. Ok. Mais ça fait partie de mes échecs aussi. Il y a plein de trucs que j'ai voulu lancer que j'ai pas fait. Au final, tu vois. Mais c'est plein de business, plein d'idées en fait. Je pense que l'échec, tu l'as tout le temps. T'as tout le temps ces petites idées en fait que t'explores pas assez, que tu dis que ça va pas marcher ou alors que t'abandonnes avec le temps. Pour moi, ça c'est des échecs en fait. Ça pour moi c'est des vrais échecs parce que l'idée, la plupart du temps, quand tu l'as, elle est bonne. Quelques temps après, t'as quelqu'un qui te l'apprend et lui il l'a vraiment exploité et ça a marché en fait. Ouais, Et ça arrive mais plein de fois. Et donc voilà, moi ça, c'est mon petit passage sur les échecs. En parlant de la vente, pour parler de la vente par exemple, il y a beaucoup de deals que j'ai pas signés parce que j'ai merdé. Ouais, ça, ouais. C'est pour ça aujourd'hui que je me permets de donner autant de conseils sur la vente parce que vraiment j'en ai vécu des bordels. Mais voilà, non, pour l'échec en général, de toute façon, c'est nécessaire pour tout le monde. Ouais. Si t'en as pas, je vois pas comment ça marchera, très franchement. Si ça marche, je le souhaite de tout mon cœur, mais sans échec, généralement, c'est compliqué de te faire un caractère, c'est compliqué de comprendre les process, c'est compliqué de te remettre en question. Voilà. Bah, c'est que dans tous les cas, en fait, l'échec, il fera partie de ton chemin, tu vois. Même si ton premier business, il échoue pas en totalité, tu auras forcément des décisions qui seront pas les bonnes, quoi. Ouais, mais Donc- imagine, regarde. Imagine, donc tu prends ton exemple à toi. Ouais. Donc le Leather God, le dropshipping de cuir. Bon, t'as pas investi beaucoup, tu vois. Non. Tu t'es raté en quelque sorte dès le début. Par contre, t'as un mec qui fait un sans faute jusqu'au million de CA. Et là, énorme échec. Ah ouais, la descente aux enfers. Non, mais quoi. tu vois en fait, tout le processus qu'il y a eu, comment il est différent par rapport à quelqu'un qui s'est loupé dès le début et qui ensuite a créé autre chose. Bah, tu tombes de plus haut, quoi. Mais ouais, mais même, c'est-à-dire que le mec ne sait pas comment il va réagir. Ah, ça, c'est vrai. Tu vois, il sait pas comment rebondir, il sait pas comment se remettre en question. Et te remettre en question pour une perte de 10 euros et te remettre en question pour une perte de 1 million d'euros, par exemple, c'est pas la même chose, tu vois. Surtout que généralement, tu as des gens qui sont impliqués dans ce genre de business en plus de toi, t'es plus tout seul, tu vois. Ouais. Donc, tout ce truc-là, c'est pour ça que moi, je suis pour l'échec, mais en soi, tu peux pas le souhaiter parce que Non, mais ça arrive ou ça arrive pas, c'est comme ça. Et généralement, ça arrive et c'est très bien. C'est pour ça que c'est bien. Moi, je vois l'échec de façon très, très positive. ouais, bah c'est ce qu'il faut faire de toute Ouais, façon. Et c'est c'est même ce qu'on disait encore, tu vois, dans le truc en Argentine. C'est ça, dans ce qui rejoint le mindset. En fait, l'échec, c'est vraiment, je trouve, c'est la passerelle entre l'opérationnel et le mindset, tu vois. Ouais, c'est ça. Fait. Parce que ton échec, il est forcément, enfin, pas forcément opérationnel, parce que tu peux aussi avoir, je sais pas, une sorte de breakdown ou un truc où mentalement tu veux plus faire ça. Donc là, ça serait un truc de mindset. Mais dans tous les cas, ton opérationnel, il va être lié à ton mindset par ça, par l'échec ou le succès, tu vois. Mais en général, tu réagis mieux avec le succès. Ouais. Bizarrement. Hein. Bizarrement. Mais ouais, pour reparler, parce que des échecs, j'en ai eu plusieurs encore, et je pense qu'il y a plusieurs leçons à en tirer. T'as aussi des leçons d'organisation qui vont rejoindre l'opérationnel, plus dans le sens de vraiment organiser un cadre de travail et organiser aussi, trouver un axe qui te passionne. Alors, pas forcément que le sujet te passionne, mais qui est de la passion au moins dans l'objectif, qui est de la passion quelque part dans ce que tu fais pour te driver. Moi, je pense que ça, c'est un truc qui m'a fait aller vers des échecs d'anciens business où je me disais, je vais faire ça parce que c'est une niche intéressante, il y a de l'argent à prendre, mais derrière, en fait, cette niche, j'en avais rien à foutre, tu vois. Ouais. C'était un truc, le cuir, tu vois, typiquement, Ouais. c'était un truc, je m'en foutais de ouf. Et j'avais aussi essayé de monter une marque de montres. Je sais même plus si je t'avais dit. Si. Mais bon, là, j'avais arrêté parce que c'était plus ma vie aux alentours, parce que j'y pense encore dans le coin de ma tête, ça c'est terrible, parce que vraiment je kiffe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si t'as pas un truc qui te drive, donc la passion, tu vas forcément
investir moins de temps, et investir moins de temps dans ton business, c'est forcément augmenter le pourcentage d'échecs, tu vois. Je dis pas que ça va le faire échouer, parce que tu as des business qui nécessitent peu de temps, ou moins de temps que d'autres plutôt, pas peu de temps. Mais pour moi, moins tu investis de temps, plus tu augmentes ton pourcentage de risque, en gros. C'est plus comme ça que je le vois, tu vois, c'est de l'investissement de temps. Bah, c'est ce que ça rejoint le truc de prospection que je te disais tout à l'heure. Ouais, clairement. Tous les mecs qui se contentent de faire du personal branding, donc c'est-à-dire, je sais pas, travailler 3 heures dans la journée pour faire des posts, préparer leur semaine de poste en 3 heures, mais après derrière ils font plus rien, ils attendent de l'entrant. Pour moi, c'est une erreur. Et là, oui, tu mets disons que c'est pas des risques, c'est que tu mets moins de chances de ton côté pour que ça réussisse. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc. Si vraiment tu veux, en fait, tu prospectes. Il n'y a Ouais, pas un truc que tu peux pas prospecter, c'est pas compliqué. Il Mhm. n'y a pas un truc que tu peux pas prospecter, quoi qu'il en soit. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut être drivé par plus que l'argent, je pense. Ouais. Et je le vois dans le peu de personnes que je connais qui sont dans le dropshipping et qui arrivent à cette mentalité de fin où putain, mais je suis pas drivé en fait. Ouais. Donc en fait, il y a du cash qui rentre, mais je pense que c'est ce que tout le monde souhaite et c'est une très bonne façon de faire. Par contre, il y a un moment, ça va gonfler en fait. Bah parce que c'est pas une fin en soi, tu vois. Mais non, mais c'est t'as un pas, moyen ouais, en fait. t'as pas le truc en fait, t'as pas cette adrénaline, ce contact avec le produit. Tu transmets pas forcément de valeur dans le produit que tu vends. En plus, le dropshipping c'est différent parce que t'achètes même pas le produit toi-même, tu vois. Ouais, c'est tendu. T'as vraiment t'es dans un circuit qui te met pas du tout en relation avec le produit, tu vois. Tandis que dans la vente de service, vu que généralement c'est toi qui es l'émetteur de ce service, tu vas systématiquement te diriger vers des services qui te passionnent, tu vois, ou qui te drive à un tel point que tu es capable de le transmettre. Parce que tout le monde n'est pas capable de se mettre face à quelqu'un et de lui dire non mais en fait mec, il faut que tu te remettes en question, moi je te propose ça, c'est ça qu'il te faut, tu vois. Ouais. Tu vois, parce que faire des ads c'est facile, parce que t'as pas ce contact là. Ouais. Par contre quand tu vends des services, là il faut de la passion. Et ceux qui percent à chaque fois, ceux qui font de l'argent vraiment, c'est ceux qui vendent du service, j'en suis convaincu. C'est pas ceux qui font du produit. Le produit, je crois pas. Voilà. Cut. Non, mais c'est. En fait, la vente de service, c'est simplement que ton bénéfice il est plus large. Tu vois, t'as pas d'achat, t'as pas de. C'est aussi là où tu vois, on peut dire que tu fais plus d'argent, donc c'est clair. Mais là, je parle que parce que le sujet du truc, c'est l'opérationnel. Ouais, ok. Je parle que de l'opérationnel là. Tu vas forcément plus t'impliquer, comme tu viens de le dire C'est en pour fait. ça. Parce que vu que t'es en face à face et que c'est vraiment du conseil, et que là, je prends l'exemple de conseil, mais de service en général, tu vas forcément faire un truc toi-même, tu vois. Ou alors tu vas déléguer un truc que tu fais ou que tu faisais et que du coup tu as scale et que tu délègues maintenant. Mais ouais, si, je te rejoins totalement là-dessus. C'est ce truc, ouais. Pour moi, le service surclasse le produit, mais comme le produit surclasse le service dans beaucoup de points. Là, je parle uniquement d'opérationnel et de comment on se permet de donner des conseils aux entrepreneurs. Pour moi, de commencer par un service, c'est la meilleure des solutions. En effet, vous pourrez commencer avec 0€. En effet, vous pourrez faire beaucoup d'argent avec du service. Et il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement. Ouais. Viens, on fait étape par étape, genre les grosses étapes que pourraient être, par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple, tu veux vendre des sites web, tu vois, parce que ça c'est un service qui est vraiment commun, je trouve. Tu veux te mettre web designer, même si tu délègues à des mecs, on s'en fout, mais qu'est-ce que ce serait vraiment les premières étapes pour mettre en place ce business? Je pense que ça serait bien de parler vraiment concret en prenant des exemples, tu vois, qui pourraient différer. Pour moi, le truc, ça serait même pas de créer, tu vois, il y en a plein qui pourraient se dire, ok, je crée une marque, une identité et tout. Non, c'est ça, c'est tu prospectes en fait. Ouais. Dès le début, c'est ça. Mais vraiment. T'as même pas besoin de créer une entité au début. Non. En plus, alors là, je dis peut-être une grosse connerie légalement à vérifier, mais je vais quand même le dire parce qu'il me semble que c'est comme ça. Mais en gros, tes revenus, tant que tu es encore dans l'année fiscale, tu peux les déclarer que à la toute fin. Tu vois, t'es pas obligé de les déclarer tous les mois. Ah oui, ça, oui, c'est une certitude. Voilà, les gens, non mais je veux dire les gens qui s'inquiètent, parce que je sais plus comment ça marche micro-entreprise en France, c'est pour ça. Mais les gens qui s'inquiètent à se dire, ok, mais là je vais prospecter, mais maintenant si je vends, qu'est-ce qui se passe si je fais ça Non, faut pas commencer à se mettre des si machin. Prospecte. Quand t'as ton client, tu vends ton truc, tu fais ton service. Une fois que tu as l'argent, tu vois comment tu fais avec l'argent. Tu vois. Faut pas trop se projeter, pour moi, dans les premières étapes, surtout d'un service comme ça. Je pense que le premier truc à faire, c'est vraiment juste
tu y vas, tu prospectes. Et en fait, ça va même te donner un peu un retour direct de tes clients. Et tu vas savoir comment adapter ton service petit à petit. Tu vas peut-être savoir si, ok, là, mon service il est un peu trop large, il faut peut-être un peu plus que je le niche. Donc, au lieu de faire des sites web en général, je vais faire des sites web, mais que pour les coiffeurs, par exemple. Tu vois, un truc comme ça. Et je vais cibler que les coiffeurs et me mettre expert du domaine des sites web de coiffeurs. Tu vois. Et en fait, c'est que en prospectant que tu vas savoir ça. Et ça sert à rien de faire des plans en se disant ok là je vais faire ça, après je vais avoir ce client qui va faire ça, et qu'est-ce qui va se passer si ça va faire ça. Tu t'en sais rien, tu as 1 million de possibilités dans le futur. J'ai lâché un méga postillon. Tu as 1 million de possibilités dans le futur, tu ne peux pas toutes les prévoir, donc agis et improvise. Pour moi c'est ça le début. Ok, je vais passer le même message. En fait, arrêtez d'engager des experts comptables alors que vous n'avez pas fait 1 euro. Voilà, c'est pour résumer ce qu'a dit Marius. Souciez-vous des problèmes financiers, des problèmes fiscaux quand vous avez fait de l'argent. Okay, le plus important au début, c'est de se concentrer sur le produit ou le service qu'on vend, de le perfectionner et que ce soit quelque chose de quali, que vous pouvez scale avec le temps. Il vaut mieux que vous ayez des problèmes fiscaux parce que vous avez fait trop d'argent plutôt que vous ayez des problèmes fiscaux parce que vous n'avez pas fait assez d'argent. Voilà. Donc, concentrez-vous sur votre produit. En fait, vous allez à la chambre des commerces en France, vous montez votre boîte et vous faites votre putain de produit. Le reste, après, l'avocat, le comptable, l'expert comptable, machin, on verra après. Pour ce qui est du process. Donc, dans le cas de la création d'un site internet, ok. Moi, je ferais comme toi, je ferais pas de marque. Et en plus de ça, moi, je ferais rapporteur d'affaires pour ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que du coup, là, j'ai aucun statut juridique à avoir. Je suis uniquement en contrat, en freelance, avec une boîte. Voilà ce que je ferais. Mais en quelque sorte, tu es à ton compte, c'est pareil. Hein, c'est entrepreneur, c'est pareil. Donc, je me ferai une signature dans mon mail. Juste ça. J'achèterai un nom de domaine quand même, pour pas être scam. Bon, là, tu as les produits emailing, machin, ils seront beaucoup mieux calés que moi. Et dans le message, avec les IA et tout ça, maintenant, tu peux vachement les personnaliser en fonction du nom qu'il y a dans les adresses mail, etc. Donc, comme tu l'as dit, je nicherai un certain type de secteur d'activité qui aurait besoin de site internet. J'ai un pote à moi qui a focus les boucheries. Je sais pas si je t'en avais parlé. Non. Mais il a fait un carnage, mais quand je te dis un carnage, c'est un carnage. Putain, full boucherie. Personne n'a besoin de site internet dans une boucherie, les gars. Personne, vraiment. Ça ne sert à rien. Et ben il a fait un carnage, vraiment. En plus, tu vends que du site vitrine, quoi. C'est que de la vitrine. Il y a rien. Ils vendent même pas de. Il y a rien. Ils font 0 chiffre en plus sur leur site internet. C'est juste que ils veulent une belle apparence. Ils savent qu'internet, voilà, ça va leur ramener des clients et tout ça. Bref. Donc, par exemple, je prends un site internet. Je me focus sur les boucheries. Ok. Je prospecte les boucheries à fond. Quand ça marche, tu prends une commission sur la vente. Voilà. Ouais, en tant qu'apporteur d'affaires. En tant qu'apporteur d'affaires. Par contre, autre chose, là tu peux te mettre totalement à ton compte et là tu prends tout le bénéfice. Par contre, il faut savoir faire un site internet. C'est tout. Ouais, ou sinon tu délègues, tu vois. Oui, mais dans ce cas, tu as ce besoin quand même de statut juridique. Donc, en fait, c'est pour ça. Moi, par exemple, pour me prendre mon exemple à moi, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que j'ai toujours cherché les solutions le plus rapide possible. Avant même de cadrer tout le reste. Voilà. Donc, ce que j'aurais fait dans mon cas à moi, ce qui est sûr et certain, c'est que je ne sais pas faire de site internet. Par contre, je sais vendre. Tout simplement, j'aurais fait apporteur d'affaires. Si je sais faire un site internet, là, c'est pas pareil. Là, du coup, tu fais ton statut juridique parce que tu sais que tu vas te baser là-dessus, etc. Moi, la seule chose que je sais, c'est que je sais pas faire de site internet, mais je veux quand même faire de l'argent parce qu'il y a de l'argent à faire dans cette niche-là. Et je prospecte comme un malade. Et je me fais rémunérer en tant qu'apporteur d'affaires. Parce que dans tous les cas, je vais déléguer la création du site. C'est pas moi qui vais faire le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça marche dans tous les domaines. L'apporteur d'affaires, les gars, vous pouvez le faire dans absolument tout. Oui. Voilà. Et c'était juste pour donner un cadre opérationnel qui est très minime, qui est très qui est très réduit là, voilà. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je ferais dans ton exemple. Ouais, ça pour moi, là, je trouve que c'est un bon exemple dans le sens où c'est vraiment le premier business type. Tu vois, genre, c'est un petit business, ça demande pas beaucoup d'investissement en termes administratifs, en termes vraiment comptables, etc. Au début, c'est un truc simple à mettre en place. Franchement, allez-y, quoi. Enfin, tu vois, si tu as cette ambition-là, en tout cas, de vouloir te mettre à ton compte, apporteur d'affaires, là, je te rejoins totalement. Pour moi, en fait, même le freelance en général, c'est un premier pas, tu vois, pour moi, de se mettre là-dedans, en fait, d'entrepreneuriat, d'indépendance, etc. Ouais, mais puis les gens se rendent pas compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances approfondies dans certains sujets pour faire de l'argent.
moi, il y a plein de trucs que je sais pas faire, pourtant je sais pertinemment que je pourrais les vendre. Un site internet, par exemple, je pourrais le vendre à 100%. Oui. Mais vraiment. Parce que juste, tu connais le processus pour pouvoir vendre. C'est le plus important. C'est tout. C'est pour ça que je vous dis, et je le dis vraiment avec assurance, arrêtez de vous concentrer sur des problèmes fiscaux avant même d'avoir fait de l'argent. Trouvez le putain de moyen de faire de l'argent le plus rapidement, le plus efficacement possible. Après, on se souciera du reste. Après, on parlera d'offshore, etc., etc. C'est à la fin du podcast d'ailleurs, on dit ça pour le watch time. Non, mais bien sûr, là, mais moi je te rejoins totalement. En fait, pour moi, se soucier de trucs comme ça dans le futur, c'est se créer des problèmes avant que ça arrive, en fait, tout simplement. Tu vois, c'est juste. Et puis, il faut le payer, le comptable. Oui, non, mais même, en fait, c'est juste se mettre des araignées dans la tête, c'est se mettre des freins tout seul du business alors que t'en as même pas. C'est hyper simplifié aujourd'hui, surtout si tu te mets en micro-entreprise. Franchement, c'est trop facile. Tes bilans comptables, tu peux les faire toi-même et tout. Enfin, franchement, en France, c'est hyper simplifié. En fait, nous, ce qu'on a reproché au premier épisode dans la France, c'est pas les statuts juridiques, parce qu'en vrai, le statut juridique de micro-entreprise, pour le coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il est hyper intéressant pour se lancer. C'est hyper simplifié dans l'opérationnel et vraiment dans la façon de faire. C'est simplifié. Après, l'administration, ils répondent lentement, etc. Bon, ça, c'est un autre problème, mais c'est un peu un problème quasi partout, ça, pour le coup. Quasi partout. Mais nous, ce dont on se plaignait, c'était plus les impositions sur les entreprises pour les plus gros statuts juridiques qui, pour les jeunes entreprises en France, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est de ça qu'on s'était plaint au premier épisode, où des gens nous sont un peu tombés dessus en disant « Écoutez, vous n'êtes pas chauvin, vous ne donnez pas d'argent à la France. » Ils sont fous, les gens. 50% sur les SAS. Hein. Non, mais voilà. 50% de ton chiffre d'affaires. Non, c'est... Enfin, voilà. Ton bénéfice, pardon. Ouais, bon, là, c'est un tout autre sujet. Ça, c'est vraiment l'opérationnel pour les plus petits business, on va dire. Pour un plus gros truc. Je sais pas, là, on va prendre un autre exemple. Par exemple, un mec qui a besoin, je sais pas, des locaux pour construire un produit. Faudrait trouver un truc comme ça, tu vois, pour qu'il y ait de l'investissement vraiment financier, tu vois. Okay. Ouais, tu fais du R&D dans la tech. Ouais, admettons, tu vois. Un truc comme ça. Là, quelles seraient les premières étapes ? Là, pour moi, avant de se lancer, pour moi, il y a vraiment toute une partie surveille. Une grosse analyse pour moi. Et un truc que je conseille, et je le conseille à plein de gens, je sais pas pourquoi, mais je kiffe cette newsletter, c'est First Mill. Je t'en ai déjà parlé. En gros, c'est une newsletter qui te fait des case studies de plein de grosses entreprises et qui t'explique comment telle entreprise a fait ses 1000 premiers clients, tu vois. Donc il y a le case studies de Tinder, il y a Airbnb, il y a tous les trucs comme Tinder, je suis plus sûr. Mais il y a Airbnb, tu as plein de gros trucs, Uber ou Uber Eats, un des deux. Mais tu as plein de grosses entreprises comme ça. Et ce genre de surveille, pour moi, c'est hyper intéressant quand tu veux lancer un business, parce que quand tu as de l'investissement, le premier truc à faire, c'est être sûr de soi, quoi. Genre, c'est parce que tu vas investir de l'argent, donc tu vas soit passer par un investisseur, un prêt en banque, de l'argent personnel. C'est un truc que tu mets, tu vois. Donc c'est un truc qui peut aussi te mettre dans des situations compliquées si tu l'investis mal. Donc pour moi, cette période d'analyse, je sais que c'est hyper logique, je pense, pour tout le monde. C'est important de le dire, tu vois. Ouais. De se renseigner, regarder la concurrence et regarder comment les gens ont fait, etc. Ouais, il faut se renseigner. Après, voilà, je pense que tout a ses limites, hein, dans tous les cas, les surveys, généralement. Et quand tu y penses, tu peux engager des entreprises, et tu le sais, et au final, tu tombes sur les mêmes résultats que tu avais fait toi-même. Nous, c'est ce qui... Tu vois, bah oui, c'est pour ça. Donc, les surveys, ça a aussi ses limites. L'analyse, ça a aussi ses limites. Je pense, dans tous les cas, en fait, il faut passer à l'action. Oui, alors là, je te rejoins. Et c'est vrai, en fait, peu importe le million d'investissement, peu importe les 10 euros d'investissement, il n'y a que l'action qui vous fera les choses. En fait, il faut se mettre à l'idée que vous allez perdre de l'argent au début. C'est très rare qu'on devienne rentable dès le début, mais ça, faut pas le compter comme ça. À partir du moment où tu pars avec cette mentalité-là, que tu es prêt à perdre de l'argent, là, tu vois les choses différemment. L'analyse, tu l'as fait sur des cas concrets, sur ton produit à toi. Tu l'évolues vraiment. Parce que là, dans ton cas à toi, c'est du R&D en plus. Généralement, dans le R&D, c'est de l'innovation. Dans l'innovation, c'est incomparable, tu vois. Même si le secteur d'activité peut être comparé. Mais dans le produit en lui-même, dans tous les cas, c'est le produit final qui compte. Il faudra forcément, dans tous les cas, que tu passes à l'action pour avoir les résultats concrets des premiers aperçus clients, des premiers retours des ads, par exemple, etc., etc. Je pense que si vraiment une entreprise aujourd'hui
elle sait qu'elle va louer des bureaux, elle sait qu'elle va avoir un gros investissement de base. La seule chose qu'il faut qu'elle se mette en tête, c'est qu'elle va perdre de l'argent dès le début. À partir de là, le but, c'est de limiter la casse, d'être le plus efficace possible. Ça passe par de l'analyse, comme tu l'as dit, mais ça passe aussi par, dans ton cas de R&D, par de l'innovation qui est faite par étapes. Donc, on va essayer de limiter le budget d'innovation dès le début pour commencer à tester un produit, voir les retours sur ce premier produit qui est un coût minime d'investissement, et ensuite le scale avec les premiers retours clients qu'on a eu, et évoluer petit à petit. Dans tous les cas, de toute façon, c'est pas parce que tu as un investissement d'1 million d'euros que tu as le produit final, hein. Pas du tout. Tu as un investissement d'1 million d'euros, tu commences, tu utilises 10% du budget, même pas. Et après, tu avances pour avoir le produit final. Encore une fois, c'est dans ton cas à toi. Ouais, En vrai, tous les trucs d'investissement, dans tous les cas, quand tu pars avec beaucoup d'argent, si tu fais un one-shot, arrête l'entrepreneuriat. Hein. Tu sais pas gérer de l'argent. Oui, non, mais tu là, vois, si tu as un investissement, tu vas étape par étape pour construire un bon produit. Parce que c'est ça, en fait. Généralement, quand tu as un investissement de base, c'est que ton produit, ton idée, elle a le potentiel de se démarquer de tous les autres. Ouais, si tu passes par des investisseurs, tu veux dire. Ouais. Ok. Non, même toi, si tu as 1 million d'euros, tu vois, et que tu investis 1 million d'euros dans une boîte, c'est que tu es convaincu quand même, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais c'est différent entre investir dans une boîte et investir dans la tienne. Tu vois. Oui, non, bien sûr. Erreur, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais dans tous les cas, moi, si j'étais investisseur, je suis pas investisseur, mais si j'étais investisseur dans une boîte, une startup qui vient de commencer, je leur dirais exactement ce que je dis aujourd'hui, d'y aller étape par étape. Je leur dirais pas, les gars, on fait un produit aujourd'hui, final, on le sort sur le marché, mais on a cramé tout le budget. Ouais. Tu vois, on y va étape par étape et on voit. Non, mais bien sûr. Alors, en plus, quand je parlais, j'avais totalement oublié que le cas pratique, c'était de la R&D. Je pensais plus. Mais oui, alors pour la R&D, d'autant plus parce que tu peux avoir des gros délais, en plus, parce que tu n'es pas vraiment sûr à 100% les dates de livraison de ton produit. Ouais. C'est des estimations, tu vois, donc c'est encore pire. Mais du coup, moi, pour corroborer avec ce que tu dis, parce que l'analyse pour moi c'est hyper important et le passage à l'action aussi c'est essentiel. En fait, faut pas se noyer dans trop d'analyse, parce qu'en fait, si tu analyses à fond, au bout d'un moment, tu vas faire que analyser. Parce qu'en analysant, tu n'auras jamais de vérité concrète à 100%. Il faut aussi se rendre compte, il faut essayer plus d'avoir une approche globale et après passer à l'action. Et pour moi, le passage à l'action, pour gérer des investissements, le premier truc à faire, c'est tu crées un business plan et un plan financier de béton, en fait, c'est tout. Et ça, si tu peux le faire contrôlé par des gens qui sont dans le domaine, etc., c'est encore mieux. Si tu passes par un investisseur qui est intéressé par ton produit, par exemple, s'il n'est pas trop con, il va te conseiller. Tu vois, il va te dire, OK, là, comme tu disais, tu vois, si tu te mets à la place d'un investisseur, en fait, il va te dire, OK, ce budget-là, je le mettrai plus sur cette période de temps-là. Ce budget-là, je l'enlèverai un petit peu plus et tout. Mais pour moi, la première étape, si tu as un investissement à faire, c'est ça. Plan financier, gros plan financier. Tu t'entoures si tu ne sais pas faire. Mais en tout cas, c'est ça pour moi la première étape de passage à l'action après analyse, c'est ça. Moi, je suis totalement contre le business plan. Ça, c'était plus pour le montrer à des investisseurs. En fait, j'avais ça en tête. Ouais. Mais alors, ok. Bon, pour le montrer à des invests, ok. Mais juste pour quelqu'un tout seul qui veut commencer son truc et tout ça, je suis totalement contre le business plan. Pour une seule et unique raison. C'est la même chose que le plan financier. C'est que ça ne se passera jamais comme vous l'avez écrit sur vos putains de papiers. Clairement. Mais jamais. C'est impossible à prévoir. Donc vous allez, en fait, au final, la seule chose que vous allez retenir, c'est une petite feuille avec les idées, le corps que vous avez, les valeurs de votre projet, etc. Sûrement l'objectif final, le budget que vous avez, c'est tout ce qui compte. Après le reste, le business plan et tout ça, c'est du blabla, c'est de l'écriture en permanence pour rien. C'est un temps perdu de dingue, parce que le business plan, généralement, tous ceux qui se lancent dans le business plan, et je le sais et tu le sais aussi, parce que j'en ai fait des centaines des business plans, moi. Même pour des business que j'ai jamais lancés, pour savoir. Tellement je kiffais ça. C'est que tu mets un cœur, mais dingue, rien que pour le design et tout, tu te prends pour Steve Jobs à faire des business plans. Ils ne sortent jamais. Tu écris tellement que tu te perds dans tes idées, tu écris tellement que tu perds l'essentiel de ton business, de l'idée que tu as. Arrêtez de faire des business plans. Arrêtez. Vraiment. Arrêtez. Et surtout, je trouve les business plans, et puis on le voit parce qu'on conseille aussi sur les business plans avec Agora quand on doit aider pour des invests, pour des projets, pour qu'ils cherchent des investissements. On le voit en fait, quand tu crées un business plan, c'est vraiment le meilleur truc à faire
pour t'enfoncer dans une mauvaise idée, tu vois. Genre parce que justement, tu vas trop kiffer ton idée, c'est ce que tu dis, tu te prends un peu pour Steve Jobs sur le coup. Et là, quand je dis ça, je dis pas ça pour les projets, je dis ça pour tout le monde, parce que même pour nous, on l'a fait, tu vois. Mais tu vas tellement être content de ton truc que tu vas te mettre des œillères sans te rendre compte et foncer dans un mur et approfondir vers ce mur en te disant putain, mais là je tiens une pépite alors que zéro, tu vois. Donc ouais, je suis totalement d'accord. Pour moi, le business plan, c'est si tu dois trouver des investisseurs, tu vois. C'est si tu dois expliquer ton projet à quelqu'un, si c'est toi qui investis tes fonds ou si tu fais un prêt aussi, mais si c'est toi qui dois vraiment mettre tes fonds, t'as pas besoin de faire un business plan. Normalement, tu sais ce que tu vas faire, quoi. Ouais, puis de toute façon, en vrai de vrai, même si tu fais des prêts à la banque, même si tu demandes un investisseur, l'investisseur, ce qu'il regarde, c'est le plan financier, hein, c'est pas le business plan. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Donc la seule chose qu'il regarde, c'est le coût de production, le coût de vente, sous combien de temps il aura son retour sur investissement. Voilà, c'est tout. Ah, le produit aussi. Quand même, quand tu vois les invests, ils demandent tout ça, le business plan quand même avec. Tu vois, pour Oui, moi avoir mais- une mais compréhension Il le générale, demande, mais il le demande, mais en soi, oui, c'est pas ça qui compte le plus. Tu vois ce que je veux dire, vrai, c'est- je suis d'accord. c'est du papier. En fait, franchement, tu viens avec une page de garde qui explique le produit, ça suffit, tu vois. Ouais. Ouais, en fait, eux, ils veulent tout simplement savoir c'est quelle catégorie Bah oui. d'entreprise. Genre, ils veulent savoir, ok, Bien ça sûr. c'est un projet IA, ok, ça c'est un projet, je sais pas, c'est un token, tu vois. Bien Ok, sûr. ça c'est tu vois, Bien sûr. n'importe quoi. Et tu le vois dans toutes les émissions. T'as les présentations du produit, tout ça, c'est super cool, machin, machin. Mm. Par contre, là où ça parle vraiment, c'est dans les chiffres. C'est là que se passe Ah bah la ouais, négociation. bien C'est sûr. là où, à partir de quel moment, moi, je reprends mon argent. Et Ouais, en c'est plus de ça. ça, si derrière, je peux réinvestir pour faire encore plus d'argent. C'est le Mm. but d'un investisseur. Donc, Oui. bon, voilà. C'est. Arrêtez, vraiment, c'est les meilleurs conseils qu'on peut vous donner. C'est arrêtez de trop vous prendre la tête Mm. pour des futileries. Concentrez-vous sur le service ou le produit que vous voulez vendre. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Comment est-ce que vous pouvez le mettre en place? Comment vous pouvez le vendre? Et comment vous pouvez en tirer des bénéfices? C'est tout. Après, on parlera d'experts comptables. Après, on parlera de défiscalisation. Après, on parlera d'avocats. Après, on parlera d'investisseurs, etc., etc. Arrêtez de trop vous prendre la tête à écrire des centaines de milliers de papiers pour rien. Ça ne sert absolument à rien. Ouais, c'est ça. En fait, Vendez votre produit, c'est tout. ouais, en une phrase, pour que ce soit, en fait, là ça se rejoint parce qu'on a pris deux cas différents en termes de taille de business à lancer. Mais en fait, dans les deux cas, la seule phrase, c'est soyez dans le concret, quoi. Mais bien sûr. C'est juste ça. Bien sûr. Faut pas se prendre la tête, trop d'analyse, trop de recherche, etc. Faut en faire, évidemment, faut en faire suffisamment pour comprendre ce que tu veux faire et pour être sûr de ton idée et tout. Mais faut le faire, en fait. Faut juste le faire. Ouais. Tu passes la première étape. Donc là, je trouve ce qui est intéressant dans ce qu'on dit, c'est qu'on dit les premières étapes par type de projet, mais même dans les gros trucs, pour rejoindre encore la prospection, même si tu as un investissement, tu peux aussi très bien commencer par de la prospection pour justement cette recherche d'investisseurs. Bien sûr. Et pour moi, en fait, tout ça, c'est vraiment juste l'action. Tu commences, et après tu verras, tu vois. Ouais, Tu verras ce qui va se passer. Tu verras si ton investisseur il veut tant de shares de ton entreprise. Tu verras si ton projet il plaît. Tu verras tu verras en fait Ouais. avec l'action. Pour d'autres trucs d'opération, là, pour moi, le passage à l'action et se rendre compte de ses frais. En fait, pour moi, c'est les deux trucs qui sont importants. Après, une fois que tu vas faire l'argent, en fait, ce qu'il faut débloquer, c'est de l'improvisation, hein, ça s'appelle. Hein. Ouais. T'as le truc qui arrive, tu vois le problème, en fait, t'as la solution normalement, la solution, elle apparaît avec le problème si tu réfléchis un peu. Donc, moi, j'ai plus tendance à dire, faites, et puis vous verrez comment ça va se passer, parce que vous pouvez Ça. pas prévoir. Et puis voilà, il faut se rendre compte que même si vous prévoyez, dans tous les cas, ce qui arrivera, ça sera jamais ce que vous avez prévu. Ouais. Même si c'est au millimètre près. Dans tous les cas, il n'y a que le passage à l'action et l'erreur dans l'action qui vous fera comprendre et qui vous donnera l'adrénaline, le courage et on va dire la solution la plus logique de trouver les bonnes réponses. C'est la seule chose. Il faut vous ramasser systématiquement. Arrêtez de prévoir, arrêtez de prévoir, arrêtez de prévoir. J'ai l'impression d'avoir répété tout le podcast, mais sérieusement, arrêtez de prévoir. Ramassez-vous, je vous jure, vous êtes très intelligent. Le cerveau est l'outil le plus puissant du monde pour moi. Il va fonctionner correctement. Vous inquiétez pas. Ramassez-vous la gueule, le cerveau il fera le taf derrière. Ouais, je suis d'accord. Et même moi, j'ai un autre truc, encore un autre conseil, je pense, mi-opérationnel, c'est de vous connaître vous-même pour savoir si vous êtes plus apte à faire un business seul ou à plusieurs. Ouais. Pour moi, ça, c'est une des grosses clés de la réussite Ouais. d'un projet, en fait. Quand on parle d'investissement, etc., par exemple,
un des trucs, je trouve, c'est des bonnes lignes directrices de savoir ce qu'un investisseur regarde dans un projet pour savoir les opérations. Et souvent, un truc que regarde l'investisseur, même un des premiers trucs, c'est l'équipe en fait. Ouais. L'équipe, donc. Si vous êtes tout seul, il faut vraiment que vous soyez sûr que c'est comme ça que vous travaillez le mieux. Moi, par exemple, c'est ce que je pensais au début, dans mes premiers business. Bah, ils ont tous loupé et c'est une fois que je me suis mis en team avec toi que ça commence à réussir. Tu vois. Ouais. Donc, je pensais pas que j'étais un comportement collectif, mais au final, c'est ce que je suis. Et le fait d'être à deux, c'est aussi ce qui me pousse, tu vois. Et un truc qui te pousse, c'est un truc qui te pousse à l'action, tu vois. Ouais. Donc c'est, pour moi, ça, c'est un des trucs opérationnels. C'est un travail sur soi-même, en fait. C'est se connaître. Ouais, mais en même temps, se connaître, t'es obligé de passer Ouais. par cette étape d'être seul, en fait, hein, je pense. Hein. T'es Ouais, obligé c'est vrai. de savoir si oui ou non t'es vraiment capable. Hein. Et toi, t'as jamais fait de business seul aussi? Moi, j'ai toujours été seul de base. De Oula. base, j'ai toujours été seul. Après, non, mais en fait, j'ai eu les deux, en fait, en soi. J'ai eu les deux Ouais. avec et sans. Ok. Ah, je Mais, croyais que t'avais fait ouais, non. que avec. Mais en fait, par contre, toutes les fois où j'étais avec quelqu'un, à part avec toi, du coup, c'est ça qui a renforcé l'idée qu'il fallait que je sois seul, par contre. C'est pour te dire. Et aujourd'hui, je me retrouve avec toi. Non, mais c'est juste qu'il faut trouver les bons partenaires, c'est pareil. Oui, aussi. Ne vous fiez pas uniquement à l'amitié pour lancer des trucs. Ça, c'est super important d'en parler parce qu'on a tendance à le faire, et moi le premier. Mm. De se dire, ouais, lui, c'est mon pote, je le connais super bien, ça a marché. Mais les gars, moi, j'ai perdu des très très bons potes. Très 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 bons potes. Des gens avec Ouais. qui j'ai vécu dans le même appartement. Parce que le business marchait pas et parce que quand tu atteins dans le business, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as les meilleurs sentiments. C'est là que tu as les meilleures émotions pour moi dans ta vie. Quand ça marche, c'est indescriptible, l'explosion de joie. Quand ça marche pas, c'est indescriptible, la tristesse. Tellement tu perds tout. Et l'amitié, de base, en fait, elle n'est pas censée être impliquée dans le business. Si tu l'impliques dedans et que tu ressens ces émotions-là, notamment l'échec en commun, le fait, vous n'allez pas le digérer de la même manière. Et là, c'est deux visages différents. Et malheureusement, c'est rare, vraiment c'est rare, qu'un associé qui est un ami de base avec qui tu te sépares reste un ami après au final. Ouais, c'est ça. Je me souviens d'une phrase que tu avais dit au tout début quand on s'est mis ensemble. Parce que du coup, moi, c'était la première personne avec qui je m'associe vraiment. Et tu m'avais dit, Marius, sois sûr, parce que le personnel sera forcément impliqué. Oui. Tu m'avais dit ça. Tu m'as dit, en fait, on a beau être les plus objectifs du monde, si le business va mal, le personnel sera forcément touché un minimum. Parce qu'on va être à côté. Donc, par exemple, je sais pas, tu vas être saoulé d'un truc. Bah forcément, ton émotion de saoulé va se répercuter sur moi personnellement, tu vois. Ou des trucs comme... Ou inversement, hein, je dis ça. Mais cette phrase, je me souviens, et je me la suis souvent redit après ça, parce que je trouve que c'est une phrase qui est hyper vraie, à laquelle on pense pas forcément, parce que tu as vite tendance à te dire, ok, ce mec-là, je le connais, je lui fais confiance, je sais comment ça se passe, parce que, je sais pas, j'ai déjà été en coloc avec lui tant de temps, mais si t'as pas eu un business avec lui, c'est vraiment différent pour moi. Après, tu as des relations où tu as des indices qui te montrent que ça va plus ou moins bien se passer, forcément, tu vois. Mais faut vraiment faire attention à ça parce que ça peut vraiment te détruire ton business, ça pour moi. Oui, mais et une amitié aussi. Oui, en plus, tu vois, bien sûr. Vraiment, C'est ça, le mec qui voit le business avant tout. ça décrit parfaitement à la raclure que t'es. Mais Ouais, non, mais ça peut détruire des amitiés, des business, ça peut tout être. Faut être sûr. Mais après, on peut jamais être sûr dans tous les cas. On peut jamais être sûr Non. et si ça marche pas, bah ça marche pas. Mais au final, c'est que des leçons, c'est pareil. Ça fait partie des échecs, ce genre de choses. Ouais. Voilà. Ouais, donc, je me souviens les premiers trucs qu'on s'est dit, on s'était même dit, on s'était fait un plan de si ça marche pas, de ce qu'on fait ensemble si ça marche pas. Mais ce qui était ouf, c'est que là je me rends compte maintenant, c'est qu'en fait dans le plan où ça marche pas, on restait quand même ensemble, tu vois. Donc c'est aussi une preuve que là l'association entre nous montre qu'elle va plus loin que juste le business et l'argent, la réussite. Ouais. C'est vraiment, en fait, quand on s'est associés, on était à des périodes de nos vies où on ne cherchait pas l'argent. On cherchait vraiment le business. Tu vois, on cherchait à créer ça. Et je pense que ça, c'est un des indicateurs qui peut être hyper puissant pour trouver un associé. Ouais. C'est de s'associer avec un mec qui a la même mentalité que toi là-dessus, de chercher l'aventure. Tu vois, et en fait, on le répète souvent, ce mot-là, l'aventure. Mais c'est que c'est vrai. Et pour moi, c'est un gros indicateur. Et c'est aussi un truc qui m'a fait
me dire que c'était le moment de s'associer, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est bien d'avoir ce mec qui raffole uniquement d'argent, parce que le mec, c'est un Ouais. requin, tu vois. Ça s'arrête à ça aussi. L'aventure, t'as souvent ce truc de te contenter, tu vois, de certaines choses, d'être plus contenté, tu vois. Ouais. Et le fait qu'on n'était pas captivé par l'argent, c'est parce qu'aussi on n'avait pas forcément besoin d'argent. Ah oui, oui. Quand tu as vraiment besoin d'argent, la mentalité c'est pas la même, la motivation c'est pas la même. Quand tu es vraiment au fond du trou, tu vas la chercher l'argent, tu vois. Mm. Quand t'es pas au fond du trou, malheureusement, tu as moins de drive. Ça, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et même, et puis là, en vrai, je te rejoins, t'as beau être hyper détaché de l'argent et tout. En fait, à partir du moment où le manque d'argent impacte ta vie, c'est forcément, ça te débloque, tu vois. C'est une bien sorte sûr. d'instinct de survie, en fait. C'est ouf de se dire que maintenant, le manque d'argent débloque l'instinct de survie, tu vois. Ouais, Alors faut que- manger. Ouais, mais c'est. Enfin, en fait, je partais loin en me disant que. Tu disais à l'époque, quand il n'y avait pas tout ça, ce truc de business, Ouais. argent, etc., cette valeur sur tout, ton seul instinct de survie, c'était juste de chasser, tu vois. Genre, c'était. Bah ouais, c'est ce vrai. truc. Et là, en fait, c'est ça. Là, c'est la chasse à l'argent, en fait. Chasse au client. Chasse au Ouais, client. chasse au client. Prospection, on y revient. Ouais. Et bah, du coup, Toujours. on peut même faire un petit biais sur la vente, parce que moi, je trouve que quand tu as besoin d'argent, enfin, du coup, pour mon cas, quand j'avais besoin d'argent, c'est là où j'étais le moins bon en commercial, parce que j'ai aussi un gros background de vendeur, comme toi, on a fait ça toute notre vie quasi. Et je trouvais que c'était là où j'étais le moins bon, c'est quand j'avais vraiment beaucoup d'argent, parce que en fait, je pense que les clients sentaient que mes crocs, ils grattaient la table, quoi. Ils étaient en train de dire, allez, là, tu vas signer ce papier. Ouais, Tu ouais c'est vois. compliqué. Hein. Et c'est très dur, je trouve. Tu as aussi ce travail de même si tu as les crocs, faut réussir à rester serein et concentré sur ta bonne déballe, ta bonne démarche, et tout, ton bon entonnoir, etc. Ouais, faut donner un cadre psychologique, comportemental. Faut Ouais. donner des limites en fait. Moi, je sais que là où j'ai le plus performé, c'est quand je faisais le porte-à-porte. Et j'ai fait du porte-à-porte du coup parce que moi j'avais plus un rond. Parce que vraiment, j'avais plus un rond. Mais Ok. vraiment plus rien. Et ça se joue au jour près que je pouvais plus faire les courses, hein, vraiment. Ah ouais. Ah ouais, Putain. vraiment. Quand j'ai commencé le porte-à-porte, c'était comme ça. Et, mais par contre, j'ai toujours eu cette conscience qui n'est pas forcément uniquement professionnelle, mais qui est, je sais pas, qui est dans la démarche de vente et tout ça. Pour moi, c'est forcément négatif en fait que tu montres que tu as les crocs, tu vois. En fait, c'est tout. Ouais, bien sûr. Donc en fait, à partir du moment où tu viens avec sérénité et confiance en ton produit, Mm. c'est tout ce qu'il te faut en soi. C'est tout ce qu'il te faut. T'as pas besoin de montrer que t'as les crocs d'avoir de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Bah, T'as pas besoin de montrer cette aisance, tu vois, en parlant ou alors en chipotant sur les chiffres, etc. Tu vois. mm. T'as pas besoin de ça. Le plus important, c'est que tu signes tes contrats avec dignité pour moi, parce que ça, c'est super important. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Et puis surtout, en fait, montrer les crocs, tu passes pour un. Mais tu passes escroc. pour un con, puis de toute façon, mais oui, mais tu passes pour un escroc. Il y a personne qui signe des mecs comme ça, à part dans le Wall Street. Hein, Oui, parce que ça, tu parais vraiment pour un mec suspect. bien et sûr, tout. personne ne fait ça. En fait, tu vas éveiller vraiment tous les indicateurs du mec en face à qui tu vends pour qu'il te dise non à la fin, tu vois. Parce qu'il Mais va vraiment. se dire, ok, il est bizarre, ok, il insiste, ok, il parle un peu vite, ok, il est pas sûr de lui, tu vois. T'as tous les indicateurs qui vont te foirer ta vente Ouais. totalement, quoi. Mais faut Et- différencier d'avoir les crocs et Ouais. d'être forceur dans la vente. Ouais, Par exemple, dans l'obtention d'un rendez-vous. ouais, alors ça c'est bien, parce que tout à l'heure on parlait de prospection, tu vois, dans les premiers trucs opérationnels. Ouais. Petit point sur la prospection, les gars, l'harcèlement dans la vente, allez-y, il faut. Les gars, j'avais vu une stat que la moyenne des ventes en général se fait à partir de la huitième relance. Ouais. La huitième, les gars. Et j'ai vu une autre stat, c'était que la plupart des vendeurs, je sais plus c'était combien de pourcents, ils s'arrêtaient à la troisième. La majorité. Donc non, les gars, forcez. Et en restant cordial, on vous dit pas d'être méchant et tout, mais moi, dans toutes les expériences de vente que j'ai eues, c'est quand je forçais, genre, je sais pas, avec des mails, dans le porte-à-porte, pareil, tu reviens, des trucs comme ça, tu peux le faire, à part si c'est vraiment du one-shot et que, tu vois, c'est beaucoup plus rentable de faire porte par porte. Mais ce truc de... Nous, on appelle ça le harcèlement parce que ça nous fait rire de dire ça. C'est normal. Mais c'est de la relance en fait. Il faut relancer régulièrement pour que le mec se rappelle, parce que les gars à qui vous parlez, il a reçu votre message 20 minutes après, il pense à autre chose le gars. Donc faut le relancer pour lui remettre en tête, pour qu'il dise ah oui putain j'ai oublié de répondre, ah oui j'ai oublié de lui donner une info, ah oui Ouais. j'ai oublié de faire ça, tu vois. Et puis même garder le contact, tu vois, juste de garder le contact, salut, ça va et tout ça. Là, il y a le nouvel an par exemple, ouais, bah écoute, je te souhaite une bonne année, tu vois, machin.
C'est important. Mais je pense par exemple aux gens qui n'ont pas réussi à signer leur prospect parce que le mec n'avait pas d'argent. Ce prospect qui n'a pas d'argent, il ne va pas rester toute sa vie sans argent. À un moment donné, il va travailler, il va faire de l'argent. Donc il faut garder le contact dans tous les cas. Même si c'est pas agréable, même si on a l'impression que c'est de la perte de temps, un petit message de temps en temps, ça vous prend une seconde. Tu vois. Mais ça ne coûte Et rien. ce n'est pas de l'harcèlement pour moi. Moi, j'ai quelqu'un qui me relance comme on le fait nous, par exemple. Salut, comment ça va? Ça en est où? Mais directement, on en est où? Ouais. Je trouve pas ça du tout abusé, tu vois. Ouais, c'est pas du tout déplacé en plus. Bon, tu signes quand? Là, c'est différent. Là, c'est différent. Mais ça en est où? Comment tu vas, machin? Ouais, on se fait un call pour rediscuter des contrats. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a pas plu dans le devis? Est-ce que peut-être les conditions financières ne te plaisent pas? Est-ce que tu veux qu'on en discute? Il y a plein de points de relance en fait qui sont pas du tout perçus comme de l'harcèlement ou comme quelqu'un qui a l'écroc. Ça n'a rien à voir. Non, et puis même au contraire, je trouve, ça fait hyper pro en fait. Mais carrément, mais bien sûr. Bien sûr. Et les gars, moi, il y a un truc qui m'a fait switcher de mentalité sur la relance. J'avais un collègue qui m'avait dit, mais le gars, tant qu'il te dit pas non, arrête de me parler, comment tu peux savoir qu'il veut que tu arrêtes de lui parler, tu vois? Et ça, c'était une expérience de fou parce que, en fait, même si le mec, tu l'énerves et parce que tu le relances trop, par exemple, le jour où il va te dire bon, arrête là, tu me saoules, bah, t'as juste à lui répondre mais comment je peux savoir si tu me réponds pas, quoi? Et en fait, là, ça devient la faute de l'autre. Et c'est totalement vrai parce que si le mec te laisse en vue et te ghost, c'est pas ta faute en tant que prospecteur ou en tant que mec qui fait de la prospection, je sais même pas si on dit prospecteur. Mais c'est pas de ta faute à toi si lui te ghost. C'est la faute du mec qui te répond pas, tu vois. Donc faut arrêter de se culpabiliser d'envoyer des messages. Les gars, c'est des messages, ça coûte rien. S'il veut pas répondre, il le fait. Hein. C'est vraiment le mec, ou la meuf, hein, c'est des grandes personnes normalement. Tu prospectes pas des enfants. Et pour ce qui est des appels, c'est pareil. Et les mails, c'est encore pire. Hein. Les mails, il veut pas ouvrir, il ouvre pas, le mec. Hein. Il supprime direct. Non, puis en plus, alors nous on est habitués parce qu'on on est vachement lié à la mentalité du coup brésilienne qui est très relax, décontracte, il y a le temps, machin. Mais sachez-le, les gens que vous prospectez, suivant le level, si c'est des 6 levels ou pas par exemple, ou même si c'est des gens lambda, il y a beaucoup de gens qui sont très 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 tête en l'air. Oui. Mais vraiment très tête en l'air. C'est-à-dire qu'ils sont très intéressés par vous. Par contre, ils vont pas vous répondre pendant une semaine, un mois. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas intéressés. C'est simplement, ils ont pas le temps, ils ont mieux à faire, ou ils y pensent tout simplement pas. Mais c'est la vérité. Ça fait 8 ans que je suis dans la vente. Je vous garantis que ça fait 8 ans que ça m'arrive tout le temps. Ouais. Et tu le rappelles et le mec il fait ah mais oui c'est vrai pardon j'ai oublié et tout. Mais et non, il s'excuse. bien sûr. Et puis c'est hyper compréhensible. Le Mais mec t'as il plein a de une gens vie, comme tu ça. vois. Ouais. Donc ouais. Mais ça quand t'as pas l'expérience, tu vois par exemple, que t'envoies des messages de relance à quelqu'un qui répond pas, quand t'as pas l'expérience, et tu te dis de suite pour moi c'est un non, tu vois. Mais sachez-le, non, c'est pas un non. Tant qu'on vous dit pas non, arrêtez de, comme l'a dit Marius, tant qu'on vous dit pas non, arrêtez de m'envoyer un message, arrêtez de m'appeler, arrêtez de me harceler ou quoi que ce soit. Je vous jure que c'est pas un non. Mais vraiment, c'est pas un non. Et donnez-vous tous les moyens possibles. Si le lendemain vous devez aller toquer à sa porte, allez toquer à sa porte. S'il faut faire un rendez-vous au restaurant et payer le restaurant pour signer un client qui vaut 4 fois la facture de restaurant, allez lui payer un restaurant. Ça, c'est des choses qu'on sous-estime. La présence physique, c'est des choses qu'on sous-estime. C'est pas parce que vous faites de la vente en Google Meeting ou en téléphone que vous pouvez pas payer un resto à un prospect, que vous pouvez pas payer un verre à un prospect. C'est extrêmement, extrêmement bien vu. À l'ancienne. Ouais, et le mec va 10 fois plus se rappeler de vous, quoi. Mais bien sûr, mais en plus tu passes un bon moment et en plus tu as toujours ce sentiment coupable. Non, c'est pour moi l'addition. Tu as toujours ce sentiment coupable, tu vois. Quand on te paie quelque chose, t'as envie de redonner. Tu peux être la pierre des raclures, tu te sens toujours redevable, toujours. Ouais, dans le fond. Ouais. Donc même s'il peut pas signer ton contrat, il te sera redevable d'une certaine manière. Ouais, non mais tu vois ce que je veux dire ? Je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, la prospection, c'est ça. Et en fait, là, je voulais prendre un exemple concret pour parler de ce que tu disais, que les gens sont tête en l'air. Regardez, imaginez, vous recevez un message un peu type professionnel, genre bien écrit, en mode bonjour, oui, comment ça se passe pour le devis ? C'est vraiment le genre de truc où tu te dis, ah attends, je réponds plus tard pour prendre le temps de répondre, tu vois. Ouais. Parce que c'est un truc un peu officiel et tout. Et c'est un des réflexes qu'on a, c'est de se dire ça, c'est de dire, ah ok, il m'a envoyé ça, ah merde, vas-y, je réponds tout à l'heure pour faire un beau message parce que c'est professionnel. Et de faire ça, ça va te faire oublier dans je sais pas combien de pourcents du temps. Et c'est ce qui arrive aux gens que vous prospectez, tu vois. C'est les mecs qui se disent, ah putain, oui, il faut que je lui réponde.
Mais faut que je prenne le temps de faire une belle réponse et ils oublient parce qu'ils ont une vie, les mecs. Je sais pas, ils peuvent avoir des enfants, il peut arriver un problème, ils ont une panne avec la voiture. Tu vois. Il peut arriver tout et n'importe quoi. Et pour donner un exemple, moi, ce que j'aime bien dire en prospection, c'est de réussir à se trouver son plaisir, tu vois, dans la prospection. Parce que c'est vraiment un truc redondant, c'est pas un truc plaisant en vrai de prospecter, tu vois. Mais trouver son plaisir. Et bon, je sais pas si c'est un bon conseil. Moi, c'est vrai que le plaisir que j'avais, c'était de faire chier les gens qui me répondaient pas, tu vois. Donc c'était vraiment d'être très insistant jusqu'à ce qu'ils me disent non, parce que je savais que la vente était morte. Et ça, c'est un truc que je faisais avec un collègue. Bon, il regardera pas, mais big up à toi, Richard, en tout cas. Et nous, ce qu'on faisait, c'est vraiment, on relançait, mais genre tous les jours, et tous les jours, ou allez, tous les 2 jours, on envoyait message sur le téléphone, SMS, message WhatsApp, mail, et un coup de téléphone. Et quand il répondait pas au bout d'une semaine, on allait toquer à sa porte. Parce que c'était en prospection physique, c'était en Suisse. Et les mecs, ils nous engueulaient, tu vois. Ils nous engueulaient, mais c'était super marrant, en fait, parce qu'on savait que la vente était morte. Mais d'un côté, en fait, de faire ça, parce que c'est là où arrive le bon conseil, c'est que nous, de faire ça, de faire chier ce mec qui répond pas et qui te ghost, ce mec-là, c'est peut-être, je sais pas, 5%. Ça représente 5% de toutes tes prospections. Ah oui. Et en fait, en faisant ça, et bah, t'es déjà en train de faire tes relances. Du coup, tu en profites pour faire les relances de tout le monde, en fait, quand tu fais ça. Et moi, c'était mon petit truc de plaisir où je me disais, ok, lui, je le fais un peu chier, et comme ça fait toutes mes relances. Tu vois. Ouais, puis en plus, ça te met dans la situation, dans la position du pire des cas. En plus, c'est-à-dire que tu t'es vraiment l'harceleur final. En plus, toi, dans ton cas, t'allais toquer à la porte derrière. Donc, en sachant pertinemment qu'il allait te remballer, tu vois. Donc, tu te mets vraiment dans la pire des positions. Et tu peux pas avoir pire comme situation, je pense. Tu vois. C'est vraiment là, de passer pour l'harceleur. Et quand toi-même, tu sais que t'es un harceleur, c'est que là, c'est le fin. Mais c'est la pire des positions. Et une fois que t'as passé celle-là, tous les clients ne sont pas comme ça. Non. Bah, tu peux pas avoir pire, quoi. Donc, c'est bien aussi. Non, mais la prospection, de toute façon, faut trouver son plaisir dans tous les cas. Ouais, toi, c'est ton plaisir à toi. Par exemple, pour moi, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure. Quand tu fais de la prospection pour un service, comme je l'ai dit, le service, systématiquement, tu vas être animé par vendre un service qui te plaît et quelque chose qui t'anime et qui te passionne. Donc, dans la prospection, tu la vois systématiquement différemment que quelque chose qui t'anime pas. Tu connais pas tous les tenants, les aboutissants du produit ou du service que tu vends. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et puis au final, dans tous les cas, même si dans la prospection, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que vous entrez en contact avec des gens. Ouais. Et en fait, le fait de vouloir vendre son produit, c'est une excuse inconsciente pour prendre contact avec des gens, faire du réseau. Ouais. Et ça, vous en faites. Et peu importe le type de client que vous visez, faire du réseau, c'est un quotidien à avoir en permanence. Donc, que ce soit de la prospection pour vendre votre produit ou pas, vous parlez à des gens, c'est le plus important. Vous parlez à des gens, ils vont se rappeler de vous. Faites une bonne impression, voilà. Ouais, franchement, là, il n'y a rien à dire en plus, c'est totalement vrai. Totalement vrai. En plus, en fait, ce qui est ouf là-dedans, c'est que ça m'est arrivé vraiment beaucoup de fois que je prospecte un mec et qu'il me dise non, j'ai pas besoin, mais mon pote a besoin. Tu vois. Mais plein. Alors ça c'est règle d'or en vente. Ah bah oui, non, mais c'est de l'affiliation, c'est pareil. Ouais. Et en fait, c'est que les gens, faut aussi, ça c'est aussi dans le discours à adapter, hein, bien sûr, mais les gens aiment aider. Tu vois, c'est un truc, je pense que c'est psychologique, je pense qu'il y a une règle là-dedans, il y a un truc, il y a un biais cognitif, mais les gens aiment aider, tu vois. Et du coup, si le mec, dans ton discours, tu inclus le fait que tu lui demandes si dans son entourage il y a besoin, ou si dans son voisinage, dans sa famille et tout, mais d'une bonne manière, le mec va te le dire, tu vois. Et le mec va faire ah mais oui c'est vrai, attends mais je peux te passer le numéro de machin parce que c'est vrai qu'il a besoin de ça, tu discutes avec, tu vois. Et en fait, le mec en faisant ça, déjà ça va te qualifier de ouf auprès de l'autre parce qu'en fait c'est un ami qui l'a conseillé. C'est ce mec-là, c'est lui qui a dit à son pote je connais ce gars qui va me vendre ça et dont tu as besoin. Donc déjà tu arrives beaucoup plus fort sur la vente. Et ça, ce mec-là, c'est que en faisant une prospection que tu l'as, tu vois. Et donc même si le mec n'est pas intéressé, tu peux creuser quand même. Tu as toujours un truc et ça rejoint ton idée de faire du réseau, tu vois. Et c'est ça où je voulais dire. C'est que dans tous les cas, même si le mec n'est pas intéressé, tu as toujours un truc à creuser. Tout le monde a une valeur ajoutée à ton service. Toujours. Donc la prospection, ça sera toujours bon pour toi. Ouais, mais le plus important, de toute façon, c'est de laisser une bonne impression. Ouais. C'est vraiment, vous rentrez dans la prospection avec de la dignité, vous repartez avec de la dignité. Si vous dites non, ok, merci pour votre temps, c'est pas grave. Au plaisir une prochaine fois de faire affaire ensemble pour autre chose, par exemple. Mais toujours faire une bonne impression. Parce que dans tous les cas, les gens vont se rappeler ou non de vous,
Mais s'il se rappelle de vous, ce sera de la bonne façon, Ouais. pas de la mauvaise façon. Pas de quelqu'un du service free en fait qui vous appelle parce qu'il y a une nouvelle réduction et une nouvelle réglementation chez Orange et du coup il faut être moins cher, machin. Non, allez-y avec courtoisie, avec respect. Les gens se rappelleront de vous et ça c'est vrai, c'est une règle d'or. L'affiliation dans la prospection, c'est vrai de vrai. Il n'y a pas que sur Internet que ça se passe. La recommandation, c'est en permanence. C'est un business la recommandation. Et ça rejoint le truc d'apporteur d'affaires. Dans le cas de Marius, c'est de l'aide gratuite, de la famille, etc. Mais si vous tombez sur un apporteur d'affaires, si vous prospectez inconsciemment un apporteur d'affaires, ou quelqu'un qui a des notions de business, moi vous me prospectez, typiquement, moi quelqu'un qui me prospecte aujourd'hui, je ne suis pas intéressé par son produit. Et je connais quelqu'un qui est intéressé par le produit. Je vous jure, je prends une commission là-dessus, moi. Oui, bien sûr. Et ça arrive tout le temps. Et en plus, ça se démocratise de plus en plus avec les podcasts et tout ça, et nous qui en parlons par exemple. Ça, vous pouvez le faire en tant que vendeur et en tant qu'acheteur, dans les deux cas. Donc, l'affiliation, ça existe réellement dans la prospection. Vous avez tout à gagner à faire de la prospection. Tout à gagner. Bien sûr. Tu promets un pourcentage, tu promets n'importe quoi. Bien sûr. Puis surtout, en fait, de débloquer un pourcentage, ça va forcément être rentable pour toi, même si, imaginons, tu es commercial pour une boîte, parce que là, je prends vraiment mon exemple. Genre, ce mec-là, tu t'arranges avec lui, mais là, c'est vraiment un truc au black, et tu vois que tu peux faire comme ça. Tu lui dis, par exemple, OK, conseille-moi ça, et enfin, bon, pour pas que ce soit au black, tu dis, OK, si tu me ramènes un client, je te ramène une bouteille de vin, tu vois. Ça peut être des trucs comme ça. Si c'est des biens que tu échanges, là déjà c'est pas au black. Après, si tu lui promets un pourcentage, etc., et que tu le déclares pas, là c'est du black forcément. Mais voilà, c'est des trucs qui se font en tout cas. Ça, c'est des trucs qui se font. Et je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, mais j'ai oublié. Voilà, je te le dis. Bon, c'est que c'était pas important. Non mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On voulait faire court cet épisode. Je sais pas combien de temps on a fait, mais je pense qu'on est pas mal là. Je pense aussi. Mais de toute façon, on reparlera de ces sujets-là dans tous les cas. C'est des sujets quotidiens qui évoluent en permanence. Donc. Non mais aujourd'hui, je pense que tout a été dit. Oh là j'ai là. envie que ce soit la phrase de fin. Tout sera dit. Commence à me gonfler moi. Non mais je le ferai plus. Mais je trouve ça marrant. Non mais voilà. Bon bah écoutez, on va vous laisser nous. Prochain podcast pour bientôt. Et sûrement, je pense qu'on sera encore en Colombie. Ouais. Et puis après on bouge beaucoup, mais on verra. Ouais, on Feeling, verra. comme d'hab. On va essayer de. Là, on va passer. Je sais pas si ça sera partie du prochain épisode, mais on va passer aux interviews là. Ouais. D'inviter des gens. Ouais. Donc restez branchés l'équipe. Ouais. Allez, à bientôt. Ciao.